Avant d'écouter votre épisode, je me permets de vous parler de quelque chose. En septembre, je lance officiellement mon studio créatif pour aider les indépendants et les entreprises à créer leur contenu et plus précisément leur podcast. En ce sens, si ce projet est dans un coin de votre tête, j'aurai besoin de 5 minutes de votre temps pour répondre à mon enquête qui se trouve dans les notes de l'épisode. Merci infiniment par avance. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Histoire de Dubaï, le premier podcast français sur Dubaï. Lorsqu'en septembre 2019, nous avons eu l'opportunité avec mon mari de nous installer à Dubaï, je ne suis presque tombée que sur des reportages montrant le luxe et la démesure de cet émirat. J'ai également été confrontée à tous les clichés que l'on peut avoir sur cette cité-État. Bling bling, 50 degrés toute l'année, aucune nature, rien à voir à part les malls, voile obligatoire et j'en passe. J'ai donc envie aujourd'hui de montrer une autre image de Dubaï, celle des Français qui entreprennent. Avec l'exposition universelle 2020 ou encore le musée du futur dont l'accent est mis sur l'innovation autour des défis du changement climatique, j'ai le pressentiment que Dubaï a encore de belles années devant elle. Et grâce à mes invités, j'ai envie de vous donner les clés pour qu'à votre tour, vous puissiez tenter votre chance. Je m'appelle Laura Pouliken et je suis également fondatrice du podcast L'Aléa. Si vous souhaitez en savoir plus sur Dubaï, je vous invite à vous abonner au podcast, à me suivre sur Instagram à Hello from Paris ou Histoire de Dubaï, ou encore à lire les articles du média Dubaï Madame. Enfin, si le podcast vous aide rien qu'un peu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le noter et le commenter. Aujourd'hui, je suis avec Magda, consultante en naturopathie, à l'origine du compte Instagram The Good Mama UAI. Hello Magda. Salut. Je suis trop contente d'être avec toi aujourd'hui chez pareil. moi. Je suis très excitée. Bah oui, c'est ton premier podcast. Ouais. Donc c'est trop cool, je suis honorée que tu le fasses avec moi. Aujourd'hui, on va parler de ton parcours personnel, professionnel, de ta reconversion, de ton Dubaï aussi, la vision de ton Dubaï. Et tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, alors je m'appelle Magdalena Scriabine, j'ai 35 ans, je suis à Dubaï depuis pratiquement 7 ans et j'y vis avec mon mari, Karim, et mes 2 enfants. J'ai 2 petits garçons qui ont quasi 3 ans et 1 an et demi. D'accord, tu as accouché ici donc à Dubaï. Oui, j'ai mes 2 petits bébés à Dubaï. Ok. C'est des petits Dubaïotes. C'est intéressant, on va en parler. Ouais. Et pourquoi tu es arrivée à Dubaï ? Dans quel contexte ? Alors à l'époque, c'était mon ancienne vie. Je travaillais pour une grande maison de luxe. Je travaillais pour Dior. Et en fait, je venais dans la région depuis 2007 pour le boulot plusieurs fois par an, en fait plusieurs semaines, et j'adorais. Et du coup, je les ai tannés pendant des années en leur disant dès qu'il y a un poste, il est pour moi, dès qu'il y a un poste, il est pour moi. Il a fini par y avoir un poste et du coup, ils m'ont mutée ici en octobre 2014. Et qu'est-ce que tu aimais à Dubaï ? Je trouvais que c'était une ville qui bougeait. Je trouvais que à chaque fois que je venais en voyage, il y avait des nouveaux trucs, il y avait des nouveaux quartiers, il y avait des nouveaux immeubles, il y avait des nouveaux endroits. Il y avait vraiment ça changeait tout le temps. Il y avait une énergie que je trouvais sympa. Et puis c'était vivant, c'était aussi hyper mixé. Et puis c'était différent. Voilà, c'était très différent forcément de Paris. Donc j'ai craqué et puis finalement je devais certainement venir parce que j'ai rencontré mon mari. Wow. J'ai changé de vie, j'ai eu 2 enfants, donc il y a quelque chose qui devait m'attendre ici finalement. Et en plus tu étais une fille d'expat, donc tu avais l'habitude, tu me disais en off, de l'expat. C'est mon 7e pays. J'ai vécu en France évidemment, mais je suis née à Hong Kong. J'ai vécu au Canada, en Angleterre, et juste avant de venir à Dubaï, j'ai passé 1 an en Italie, à Rome. Oui. T'es une serial expat. Ouais, parce que je suis restée plus ou moins longtemps. Dubaï, c'est vraiment ma vraie première longue expatriation, où je reste plusieurs années. Et
c'est presque devenu la maison, en fait. Bah ouais. Surtout maintenant qu'on rentre plus en France. Vu le contexte, c'est devenu vraiment la maison. Dubai Home. Ouais. Et à chaque fois, tu travaillais pour Dior dans tes derniers... J'ai pratiquement toujours travaillé j'ai fait pratiquement 10 ans chez Dior. J'ai fait une petite pause chez Chanel à Londres. Mais oui, ça a été une grande histoire d'amour. Et quel était ton poste là-bas? Tu faisais quoi? J'étais à la joaillerie et les montres, et je m'occupais de management du retail et de formation, d'un peu de tout en fait, tout ce qui concernait la joaillerie et les montres dans le retail. D'accord. Et un jour, du coup, tu as décidé d'arrêter. Donc, tu vivais déjà à Dubaï. Alors, j'étais à Dubaï et en fait, mon poste a été supprimé. Ils m'ont proposé autre chose, mais voilà, j'en avais marre. J'étais fatiguée, je voyageais beaucoup quand j'étais chez Dior. Je passais vraiment ma vie dans les avions, ce qui est très commun dans la région avant le Covid. On prenait beaucoup l'avion, et puis quand j'étais à Paris aussi, j'en avais marre. Et du coup, on s'est quittés en bons termes. J'avais envie d'une nouvelle page. Ok. Voilà. Et qu'est-ce que tu as fait quand tu es partie de Dior? Est-ce que tu savais ce que tu allais faire? Pas du tout. J'ai eu un petit passage à vide, pour être honnête, parce que voilà, je venais d'avoir 30 ans. C'était la première fois que je me disais, bon bah voilà, qu'est-ce que tu veux faire en vrai? En plus, à 30 ans, c'est un cap, tu vois. C'est un vrai cap. Bon, maintenant, faut plus que je me foire, j'ai 30 ans, tu sais, parfois, et tu puis, dis... J'avais un peu ce truc que je commençais à moins me sentir bien dans le luxe. Je trouvais que ça manquait de sens. J'étais un peu en recherche de qui suis-je, où vais-je, voilà, la crise de la trentaine, on va dire. Et voilà, j'ai eu un petit passage à vide parce que c'est pas facile voilà, j'ai enchaîné mes études, après je suis rentrée en alternance chez Dior, tout s'est enchaîné très vite. J'ai jamais vraiment cherché de travail ou quoi que ce soit ou réfléchi. Pendant 10 ans, tout est allé très très vite. Et du coup, là, un break. Je me suis mariée dans la foulée, donc il y avait beaucoup de changements. Et je savais pas trop, donc voilà, je me suis un peu cherchée. Et puis, il s'est passé un truc dans ma vie, en fait, qui est pas très cool, mais qui arrive. Je suis tombée enceinte. J'ai fait une fausse couche. Et on m'a détecté un petit problème d'hormones. Voilà, on m'a dit en gros, alors à la médecine dubaïote, qui est un peu dramatique des fois, genre bon bah voilà, vous serez jamais enceinte naturellement, donc on va vous shooter aux hormones et puis bah si ça marche pas, on vous fera une FIV. Dans les 6 mois, voilà, j'étais non mais en fait là c'est un accident, je voulais pas tomber enceinte tout de suite et puis non quoi, j'ai pas envie. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça? J'ai toujours été quelqu'un d'assez sportif, qui mangeait pas trop mal, je pensais, je pensais être assez healthy, et puis en fait, en creusant un peu, je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs qui faisaient que j'étais pas si healthy que ça. Comme quoi? Voilà, comme quoi. Et puis du coup, j'ai commencé à m'intéresser, à regarder. J'ai refusé de prendre quelconque traitement. J'ai commencé à regarder un peu plus la nutrition, un peu plus tout ça. Je suis tombée sur la naturopathie, qui est sur une formation, et du coup, ça m'a intéressée. Je me suis appliquée. Et ça a très bien marché puisque je suis tombée enceinte au premier cycle quand on a décidé de faire un bébé. C'est fou ça. Donc voilà la blague. Donc j'ai dit, je suis débarquée chez ma gynéco en lui disant allô, en fait ça marche très bien. Après 6 mois de correction de lifestyle, en fait, de changement de petites habitudes. Mais c'est hyper intéressant ça justement. Est-ce que tu te rappelles ce que tu as mis en place en fait pour essayer de provoquer naturellement en fait les choses? Ouais, alors après c'est vraiment quelque chose qui est applicable à chaque personne, mais c'est vrai que quand je vivais avant, dans mon ancienne vie, en arrivant à Dubaï, on mange pas forcément la même chose que ce qu'on mange en France notamment. Les produits sont importés, ils sont pas aussi frais donc au niveau nutrition, ils sont pas aussi bénéfiques. On mange beaucoup dehors. On va beaucoup au resto, on fait beaucoup de Deliveroo et tout ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour nous. Et puis voilà, je voyageais beaucoup, donc forcément j'attrapais un peu ce que je pouvais manger à l'aéroport, et hop, le sandwich chez Starbucks, et puis hop, le soir tu rentres dans ta chambre d'hôtel, tu crevé, tu commandes une pizza. J'étais pas grosse, mais bon, j'avais 3 petits kilos en trop, tu vois, et puis en fait... les bouteilles en plastique, le plastique partout, les crèmes que tu te mets. En fait, il y a plein de trucs, on ne se rend pas compte, mais il y a plein de trucs qui contiennent ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens qui nous affectent. Et en fait, quand tu les enlèves de ta vie, ou quand tu les minimises, tu vois vraiment un résultat assez flagrant, du coup. Et puis aussi, je me suis rendu compte, en fait, j'avais arrêté la pilule et j'ai fait ce qu'on appelle un classique post-pilule syndrome.
en fait, qui m'a déclenché des kystes et une prétendue infertilité, alors que pas du tout. C'était juste qu'il fallait que je détoxe mon corps, en fait, et que je le remette à flot pour qu'il fonctionne, tout simplement. Et il fonctionne tellement bien que je suis retombée enceinte par surprise quand mon premier fils avait 8 mois. Donc, ah oui, donc en plus, j'allaitais. 2 bébés rapprochés. Voilà. Surprise. Le challenge. Ouais, un peu. Et du coup, est-ce que tu dirais que c'est l'influence en fait de Dubaï qui t'a fait te tourner vers la naturopathie? Enfin, est-ce que tu penses que par exemple tu te serais tournée vers la naturopathie si tu avais vécu dans un autre pays ou pas forcément? Pas forcément, parce que je pense qu'en France, par exemple, on est quand même, la phytothérapie, les plantes, tous ces trucs-là, ça fait partie de notre vie, c'est assez naturel. On prend pas mal d'homéopathie, par exemple, tu le trouves facilement à la pharmacie. Et c'est vrai qu'à Dubaï, et je parle de ça il y a 6 ans, il n'y avait pas forcément toute cette scène organique, plantes, il n'y avait pas forcément parce tout que ça. maintenant, pas mal. Hein. Maintenant, il y a vraiment plein de trucs. Jamais autant. Non, maintenant, il y a vraiment plein de trucs, mais à l'époque, il n'y avait pas forcément. Et puis bon, il y avait aussi moins de prise de conscience globale. Voilà, maintenant, c'est à la mode aussi, on ne va pas se mentir. Et du coup, je pense que Dubaï a complètement accéléré les choses, ouais. Ouais. Et quand tu as décidé du coup de te tourner vers la naturopathie, donc tu as fait une formation. D'ailleurs, je me souviens, je t'avais contacté il y a quelques mois pour savoir ce que tu pensais de cette formation. Et pourquoi tu as choisi cette formation en particulier? Parce qu'il en existe plein et j'ai l'impression que c'est quand même plusieurs écoles. Toi, t'es de telle formation, toi de telle. Enfin, il y en a plusieurs. Alors moi, je me suis tournée vers une. En fait, je suivais plusieurs comptes Instagram de naturopathes. Et qui avait fait cette école en fait, donc je les ai contactés. Ensuite je me suis renseignée, en fait la directrice de cette école c'est la présidente du syndicat de la naturopathie en France, donc je me suis dit que forcément ça devait être crédible on va dire, donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette école. Et qu'est-ce que tu en as pensé? Tu étais satisfaite? Ouais, je suis toujours avec eux parce que la formation s'arrête jamais, surtout que pour le moment, alors en fait, le statut de naturopathe en France et à Dubaï dans le monde peut être assez différent. Tu as notamment ici des docteurs en naturopathie qui sont des médecins qui ont souvent été formés en Australie ou au Canada, où il y a les gens vont en école de médecine et peuvent faire une formation naturopathique, ce qui n'est pas du tout le cas en France où je ne sais pas pourquoi ils pensent encore que c'est un truc de you peut-être. Ouais. Du coup, les naturopathes sont pas forcément, les docteurs en naturopathie sont pas reconnus, mais il y a maintenant l'appellation naturopathe que je n'ai pas encore. Parce que pour ça, il faut que j'aille faire un stage en présentiel et que entre les 2 bébés et le Covid, voilà. Dès que je pourrai le faire, je le ferai. Mais pour le moment, je suis consultante en naturopathie nutrition et c'est la différence. Et je trouve que le fait que cette école fasse la différence et ne donne pas le diplôme comme ça, allez, tiens, paye et prends le diplôme. Pour moi, ça me rassure. Ouais, ça te va? Ouais. Et je suis vraiment contente de leur formation. Quand je l'applique, je vois les résultats. Donc, c'est que ça marche. C'est bon à savoir. Ouais. Et comment tu as commencé ton activité ici? Parce que c'est vraiment une problématique, même des gens qui m'écoutent, c'est de trouver des clients, ses premiers clients. Alors, la communauté française aide beaucoup. Dubaï Madame aussi fait le lien pas mal. Toi, qu'est-ce que tu as mis en place pour trouver tes premiers clients? Dubaï Madame. Dubaï Madame. Non, alors, au tout début, honnêtement, c'était vraiment... J'ai beaucoup testé sur des copines, notamment pour la fin de... En fait, pour avoir mon diplôme, j'avais un mémoire à écrire et puis j'avais aussi des cas pratiques. J'avais 10 cas pratiques. Donc, j'ai attrapé 10 copines en leur disant « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Donc, sur différents sujets. Je les ai suivies et évidemment, voilà, les copines parlent aux copines qui parlent aux copines. Je pense que Dubaï est beaucoup basé sur le bouche à oreille dans la communauté française, mais aussi en général. Et après, voilà, j'ai créé un compte Instagram. Enfin, j'en ai créé plusieurs, en fait, qui sont allés un peu à droite, à gauche. T'es vachement douée, d'ailleurs. Ils sont canons, tes comptes Insta. C'est gentil. J'en ai un qui est un peu plus perso, où j'aime bien partager plutôt des recettes et des trucs comme ça. Et puis un qui est un peu plus pro maintenant, qui s'appelle The Good Mama, où je suis plus orientée la naturopathie pour la santé de la femme, le support à la conception, on dit comme ça, fertilité en gros, et les femmes enceintes. Je me suis un peu spécialisée là-dedans parce que du coup c'est un sujet qui me tient à cœur et je trouve qu'il y a toutes les hormones, toutes nos histoires d'hormones, ça peut nous
vraiment nous perturber la vie, oui, les oui, femmes, et que c'est important d'aider les femmes à ce que ce soit stable pour qu'elles soient en forme et que de bonne humeur et heureuses, parce que si c'est pas le cas, ça peut vraiment être dur. Et l'expatriation plus des problèmes en mono, c'est beaucoup. Mais ça déjà, en très plus, lourd. je pense que tu vois, l'expatriation, c'est un tel bouleversement. Enfin, moi, j'ai eu énormément de soucis l'année dernière de santé. Je pense que ça peut clairement jouer en plus sur ça. Donc, il y a un gros changement d'habitude de vie aussi. Ici, c'est quand même... Voilà, on vit dans la clim, pas toute l'année, mais quand même 6 mois d'année. Quand même. On mange pas la même chose, on vit pas de la même façon. Ça reste pollué parce qu'on vit dans une grande ville. Donc voilà, il y a plein de choses qui font que c'est différent en fait, et que forcément le corps doit s'adapter. Il y a du stress en effet, comme tu dis, et ça a un gros impact qui est lié à l'expatriation, à l'adaptation, à tout ça, au changement. Et du coup, oui, il y a un besoin. Il y a un besoin, et puis il y a aussi le fait, je pense, à Dubaï, la médecine est assez intrusive. Alors, elle peut être top, mais c'est vrai qu'ils ont tendance à faire beaucoup d'examens, beaucoup de traitements. Il y a beaucoup de... Oui. Tu dis que tu as une grippe, ça y est, c'est fini. Tu repars avec une ordonnance de 6 pages. Moi, je me suis fait opérer. Je pense qu'en France, je me serais jamais fait opérer, en fait. Ouais, voilà. Alors j'avais ça a des super bons côtés pour mini certaines trucs, choses. mais au moins, t'es sûr de... Ouais, mais ils prennent pas de risque, en fait. Ouais. Et du coup... En fait, la naturopathie, ça prend pas la place en fait de la médecine traditionnelle, ça va plutôt l'accompagner. Et du coup, c'est pas mal ici parce que la médecine ici, c'est ok, t'as un problème, bah prends ça et ça va se régler. Mais ils cherchent pas le pourquoi t'as ce problème en fait. Et la naturopathie, c'est plutôt là-dessus. Donc ça marche bien en fait, je pense avec Dubaï aussi. Ouais. Et si je viens te voir, pour qu'on s'imagine un peu à la place de tes clients, quels sont tes différents services que tu proposes, différents accompagnements? Alors en fait, c'est vraiment en fonction de la personne et du problème. J'essaie vraiment de m'adapter. Parce que je dis toujours que Rome c'est pas fait en un jour et qu'il faut du temps, et puis il faut s'adapter à la personne, parce que aussi on est toutes différentes, et différents parce que je suis aussi des hommes, que on a tous notre façon de manger, de bouger, de dormir, de vivre, tout ça, et que du coup je pense que c'est important de vraiment s'adapter à chaque personne et de faire en sorte qu'elle ait un programme personnel. Donc en gros, on se voit une première fois en général sur Zoom à l'heure actuelle pendant une demi-heure. La personne me raconte un petit peu pourquoi elle veut me voir, sa problématique, et je lui dis ce qu'on peut faire, et après on part sur des suivis en général entre 3 et 6 mois, où on se voit tous les mois ou toutes les 3 semaines, en attendant que les choses aillent mieux. Et puis des fois ça peut durer longtemps, des fois c'est 3 mois et puis après on fait une pause. C'est vraiment adaptable. Donc la première session de toute façon est gratuite, et après on décide d'un programme ensemble. Ok. Et quels sont les problèmes récurrents que tu retrouves? Les hormones. J'ai arrêté la pilule. C'est la fête dans les hormones. J'ai des boutons comme si j'avais 14 ans. J'ai des règles hyper douloureuses. Ça, c'est vraiment le sujet. C'est vraiment le sujet premier. Et puis après, il y a aussi, j'ai envie de bien manger pendant que je suis enceinte, et de donner le maximum à mon bébé. En fait, la naturo, c'est vraiment essayer d'obtenir une santé la plus optimale possible, en fait, de faire confiance au corps pour qu'il prenne soin de lui-même, en fait. Et du coup, ça peut être... En fait, tu peux même voir une naturo si tu es en super bonne santé. En gros, oui, bien sûr. T'as pas forcément besoin d'avoir un problème. Alors évidemment, en général, le problème est le déclencheur, mais tu peux aussi choisir de... Oui, non, mais je disais problème, mais ça peut être aussi des problématiques. En général, les gens, si tout va bien, tu vois. Oui. Ils vont pas se poser de questions. Ils commencent à se poser des questions c'est vrai. Quand il y a le feu au village, on va dire. Oui. Moi, clairement, l'année dernière, j'allais pas bien, donc je me suis énormément intéressée à la naturo, à la nutrition et tout ça. Mais c'est vrai que oui, c'est un élément déclencheur, mais après, ça reste, quoi. Et est-ce que tu as beaucoup de concurrence à Dubaï? Alors, comme je te disais, il y a du coup des docteurs en naturopathie, mais dans la communauté française, alors moi, perso, j'en connais pas, mais je sais je crois qu'il y a 2 jeunes femmes qui sont arrivées il y a pas très longtemps, mais que je connais pas encore, et je pense que c'est assez nouveau. Je pense que quand j'ai commencé il y a 2 ans et demi, il y avait pas grand-chose. Et aujourd'hui, il y a une copine à moi, Priscilla. Voilà, j'ai vu son compte.
Mais je l'ai pas encore rencontrée, mais je crois que je vais la rencontrer demain. Non, elle sera pas là demain, voilà. mais elle fait partie du groupe bien-être. C'est ça. Donc, on s'est pas encore rencontrée, mais je pense qu'elle a. Parce qu'on a un groupe bien-être, hein, pour ceux qui oui, voilà, ouais, c'est très important. Mais oui, je sais que, mais il y a pas une grosse concurrence, honnêtement. Ouais, c'est plutôt. Et en plus, j'ai eu pas mal de messages sur Insta, comment ça se passe, la naturo, de Françaises qui pensaient venir s'installer. Donc comment on fait, comment ça se passe, est-ce qu'il y a des clients ? Et je pense qu'honnêtement, il y a un besoin. Donc il y a vraiment un besoin. Donc et puis plus on en parle, voilà. Et plus les gens sont en bonne santé. Bien sûr. C'est pas plus mal parce qu'il y a pas mal de. C'est triste de voir. Moi ici, ça me brise toujours le cœur de voir ce que les gens mettent dans leur chariot au supermarché. Ici et certainement ailleurs, hein, mais je vis ici, donc forcément je regarde et je me dis, mon Dieu, mais il faut vraiment éduquer les gens et notamment les enfants sur ce qu'ils mangent parce que ça les tue en fait. Ce qu'ils mangent, ce qu'ils respirent. Tu vas au yoga, toutes les nanas boivent dans des bouteilles en plastique. Arrêtez les bouteilles en plastique, c'est mauvais pour vous. Ici, le plastique, vraiment, et surtout avec la chaleur, c'est terrible. Donc c'est mon cheval de bataille. J'essaye aussi on essaye d'avoir une vie un peu sustainable et d'éviter le plastique, mais hors les raisons climatiques, on va dire, pour protéger la planète, c'est aussi pas bon pour notre corps en fait, et les gens savent pas. Ouais, c'est ça. Mais justement, là, j'ai vraiment une question par rapport à ça. C'était un petit cadeau que tu pourrais faire aux auditeurs, mais justement, c'est hyper important et c'est hyper intéressant. Et même moi, je suis sûre que je vais apprendre plein de trucs. Toi, quand tu me dis, quand je vois les gens, ce qu'ils font et tout ça à Dubaï, ça me choque. Donc justement, est-ce que tu peux nous dévoiler toi, tes conseils alimentaires ici à Dubaï, tes habitudes alimentaires, en parlant de toi, je pense en partant de toi. Voilà, tout ce que tu peux nous dire pour bien manger et prendre soin de soi à Dubaï. Alors, bien manger, en fait, le secret, il n'est pas compliqué. C'est pas d'arrêter de manger et de se mettre à manger des graines comme certaines personnes pensent. On peut manger des graines, mais on peut manger autre chose. C'est pas devenir végane ou quoi que ce soit. C'est faire attention à ce qu'on mange et notamment la provenance des aliments. Les fruits et légumes, essayer de manger local au maximum. Il y a de plus en plus de choses. Tu les trouves où du coup, les fruits Gibson, ouais. Gibson, je trouve qu'ils ont une super offre et ils poussent vraiment sur la scène locale et ça, c'est pas mal. Après, il y a certains produits qui viennent organiques aussi et c'est bien. De toute façon, en règle générale, pour les fruits et légumes, le plus près et le moins de voyage, c'est le mieux. Parce que s'ils sont cueillis il y a 3 semaines en Australie, ils vont finir de mûrir dans l'avion. Et en fait, les vitamines arrivent dans les 24 dernières heures de maturation avant d'être cueillies, en fait, en gros. Et du coup, si on mange quand ça a passé 3 semaines dans un avion ou dans un frigo, c'est pas aussi bénéfique. Donc, the shorter, the better. Et faire vraiment attention à la viande, ne pas acheter du poulet avec des hormones juste parce qu'il est à un tiers du prix du poulet normal. La viande, c'est sur Gibson aussi que tu prends ? Non, j'ai un ami qui a ouvert un deli à GLT qui s'appelle La Fabrique et qui fait de la viande, de la charcuterie sans nitrate. Du poulet sans hormones. Super, et ça. du grass-fed beef, du coup. Mais après, il y a d'autres options aussi. Il y a Spinaz, ils ont aussi du sans hormones. Encore une fois, il y a de plus en plus de choix. Carrefour a aussi vraiment fait un vrai upgrade sur l'organique et sur tous les choix. Donc, il faut juste prendre le temps de lire les étiquettes et ne pas acheter tout ce qui est marqué E386, E387, colorant, tous ces trucs-là, en fait. Je pense que le secret d'être en bonne santé par rapport à l'alimentation, c'est d'essayer de manger le plus possible ce qu'on fait. Donc, le moins possible de processed food, donc de nourriture industrielle. Et puis, réduire un petit peu les Deliveroo et le resto. Ouais. Après, voilà, il faut avoir une vie. Hein. Je suis la première. Le vendredi midi, c'est pas négociable. On lunch dehors parce que je suis pas une cuisiner. Et il y a toujours une pizza ou un soir où il faut pas être drastique, mais il faut juste, faire une balance. 80-20, on va dire. Oui, c'est ça. Ouais. Exactement. Ouais, c'est important. Et est-ce que tu parce qu'en naturopathie, il y a 3 volets, il y a le sport, l'alimentation. Exactement. Et il y a l'alimentation qui est une grosse partie. Après, il y a une partie plutôt activité, le physique, donc le sport, le sommeil, toutes ces choses-là. Après, il y a une partie plus psycho-émotionnelle. Et on complète avec une espèce de trousse à outils
qui sont l'aromathérapie, donc les huiles essentielles qui font des miracles honnêtement, la phytothérapie, donc les plantes, la gémothérapie, les élixirs floraux, donc les fleurs de Bach, toutes ces choses-là. Voilà, ça, c'est un peu la trousse d'outils d'une naturopathe. Et après, moi, je renvoie beaucoup mes clients et mes clientes en fait sur d'autres praticiens pour des massages, la réflexologie, l'ostéopathie, la sophrologie, des fois la psychothérapie aussi, parce que des fois il y en a besoin. L'hypnose aussi, il y a des trucs, il y a des super résultats. Donc voilà, c'est vraiment une approche qu'on appelle holistique qui touche vraiment à tout. Et c'est pas devenir un moine, quoi, et arrêter de faire la fête ou de bien manger. Enfin, moi, j'adore bien manger et c'est pas négociable non plus. Mais c'est juste manger intelligemment, prendre soin de soi, limiter le stress et voilà, s'occuper de soi, en fait, traiter un petit peu son corps pour ce qu'il est, en fait. C'est notre temple, c'est notre enveloppe et il faut s'en occuper si on veut bien vieillir, si on veut être en bonne santé. C'est important. Et puis notre cerveau aussi, c'est important. On parle de plus en plus de mental health et c'est un vrai sujet. Et voilà, t'en parlais, le stress de l'expatriation. On n'en parle pas beaucoup parce que tout le monde, surtout quand tu arrives à Dubaï, tes potes en France, ils sont persuadés que tu passes ta vie à la plage et que tout est tout rose. C'est pas toujours tout rose, c'est pas toujours facile. Quand on arrive, c'est dur aussi. Voilà, n'importe quel changement de toute façon. Et du coup, il faut prendre soin de soi. Quel type de licence tu as mis en place Alors, je sais pas si je peux en parler, si c'est parfait. Honnêtement, j'ai pris une licence qui s'appelle e-Trader avec un service de health awareness. Donc, en gros, ça me permet de promouvoir mes services via Instagram. Via les réseaux sociaux, en fait. Donc, particulièrement pour un mois Instagram. Voilà. Apparemment, c'est légal. Ok. Voilà, je suis légale, j'ai pris une licence. Il n'y a pas de... Sauf si tu es docteur, en fait. Tu peux pas être naturopathe. Mais c'est un peu, en fait, c'est vraiment flou, quoi. Très honnêtement, c'est difficile d'avoir des infos. J'ai recherché pendant des plombes et des plombes. C'est le meilleur truc que j'ai trouvé. Voilà, pour le moment, ça marche. Et est-ce que tu pourrais me citer un grand défi et une grande victoire dans ton aventure entrepreneuriale ici à Dubaï ? Alors, j'en suis encore aux prémices, donc c'est le début. Je pense que honnêtement, ma grande victoire, c'est à chaque fois que j'ai un nouveau client. Moi, ça me fait super plaisir. Et à chaque fois que j'aide quelqu'un qui me dit qu'il a des bons résultats et qu'il se sent mieux, moi, c'est mes petites victoires. Je suis vraiment fan. Après, le défi, je trouve, c'est de sortir de sa communauté. La communauté française pour les entrepreneurs français est en général d'un bon support, je pense. Mais sortir justement du franco-français, c'est pas forcément facile. Ouais, je trouve qu'il y a des petits cercles automatiquement qui se forment et c'est un challenge. Ouais. Ok. Tu es maman ici de 2 petits garçons. À temps plein. À temps plein. Ah ouais. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de nanny Si, j'ai une nanny, si, quand même. Okay. Merci, mon Dieu, les nurseries ont réouvert parce que oui. Ils sont petits et le lockdown a vraiment été hyper dur. Bah oui, justement. Comment t'as géré du coup ton activité ? Alors, on était en Égypte à ce moment-là parce qu'en fait, on avait envie de faire une pause et en janvier, on est parti en Égypte en se disant qu'on allait faire les allers-retours. Mon mari est égyptien. Donc voilà, on est parti s'installer au bord de la mer en Égypte et puis le lockdown est arrivé. Donc mon mari est en voyage en Dubaï, donc je lui ai dit tu sautes dans un avion et tu rentres tout de suite. Pour pas être bloqué. Heureusement parce qu'il est quand même resté bloqué pendant pratiquement 4 mois avant de pouvoir avec voyager. Toi, du coup Si, avec moi. Avec toi, oui, mais d'accord. il est resté bloqué, il pouvait plus revenir à Dubaï pour le coup. Donc ça a été un peu compliqué et ouais quand le lockdown a commencé, mon petit dernier avait 5 mois et mon premier avait à peine 2 ans.
On est resté 6 mois sans école, sans nanny, parce que voilà, c'était hardcore. Vraiment, c'était dur. Là, je me remets. Ouais. Depuis qu'on est rentré à Dubaï aussi et que voilà, la nursery, mon premier va à la nursery, va à la crèche du coup. Il s'éclate, donc ça aide. Et puis j'ai de l'aide à la maison aussi pour quand je bosse en fait, pour quelqu'un qui m'aide avec Adam. D'accord. Et je ferai un épisode spécial sur le podcast parce que ça m'intéresse vraiment de suivre une femme qui a vécu des grossesses ici. Je trouve ça hyper intéressant. Toi, comment tu as vécu tes grossesses ici à Dubaï? Est-ce que tu étais bien suivie? Est-ce que tu n'étais pas trop stressée? Quelle comparaison tu ferais avec la France? Mais du coup, t'as pas trop de comparaison. Parce que j'ai pas mal de copines qui me racontent leur expérience pour le coup. Alors... Moi, j'ai pas du tout été stressée. Moi, j'ai eu honnêtement 2 grossesses hyper faciles jusqu'au bout. Sauf que bon, voilà, à la fin, t'en as ras-le-bol parce que tu te sens énorme et que t'es fatiguée et que t'as juste envie que ça sorte. Ouais, il fait chaud. Le dernier été où j'étais enceinte de 7 mois, ça a été dur. Le suivi est top. Alors moi, j'avais le choix d'être suivie par une gynéco-obstétricienne indienne. Parce que je trouve que voilà, elles ont cette approche holistique. Elle me faisait du reiki sur mon bébé. Alors, je sais pas pourquoi, mais ils sont sortis très cool. Donc ça a peut-être dû à ça, mais moi j'aime bien. Je trouve que le suivi est top, surtout que pour le coup j'ai eu une première naissance hyper traumatique. Disons qu'on a failli y passer tous les deux, mon bébé et moi. Donc ça a été hyper compliqué et j'ai trouvé que j'avais été super bien accompagnée, bien aidée, très rassurée. J'ai eu une césarienne d'urgence qui s'est mal passée. Mon bébé est sorti complètement inconscient, mort en fait, en gros. Donc ils l'ont ressuscité pendant je sais pas combien de temps. Bon, moi j'étais banana parce que de toute façon ils m'avaient mis en anesthésie générale. Ça me fait des frissons. Ouais, j'en pleure plus, mais pendant 2 ans je pouvais pas en parler sans me mettre à pleurer. Et encore, tu vois, je suis limite. Mais du coup, dès que je me suis réveillée, j'avais pas mon bébé dans ma chambre le lendemain, donc c'était hyper dur. Et ils se sont mis en cadre pour m'amener au NICU pour le voir. Dès qu'il a pu sortir, ils me l'ont amené. Ils m'ont aidé à l'allaiter, alors qu'il n'était pas avec moi au début. Et vraiment, alors je compare avec la France, j'ai pas accouché là-bas, mais je sais que mes copines m'ont dit que des fois, fallait vraiment presser le bouton 500 000 fois pour que tu aies une sage-femme qui finisse par venir te voir. Ici, pas du tout. Tu as vraiment un service génial. Les sages-femmes sont hyper dispo, sont vraiment là pour t'aider, pour t'accompagner. Moi, je pouvais pas trop bouger, donc elle me mettait mon bébé au sein, elle me donnait plein de petits conseils. Puis elles sont douces en fait, elles sont vachement, elles s'occupent bien du bébé quand elles font cette espèce de je sais pas ce que c'est, mais c'est un truc indien, je crois, pour calmer les bébés. Et vraiment, elles sont top. Et encore une fois, à ma deuxième naissance, pour le coup, c'était une césarienne planifiée. Tu devais être traumatisée en plus. Ouais, j'étais un peu traumatisée. J'ai vachement travaillé dessus. J'ai fait de la sophro justement pour m'aider et j'ai beaucoup parlé avec ma gynéco pour justement je voulais être préparée, je voulais tout savoir, je voulais que ça se passe bien en fait. Et je pense encore plus que moi, c'est mon mari qui était traumatisé parce que lui, il l'a vécu sur le côté et ça a été très 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 dur pour lui vraiment parce qu'il a cru qu'on n'allait jamais ressortir du bloc. Et du coup la deuxième s'est super bien passée pour le coup, ça a été super smooth. L'équipe était top, l'anesthésiste est resté avec moi pendant toute la durée de la césarienne à me parler, à me mettre de la musique, à me faire des blagues. Vraiment top, ils sont super. Je leur avais dit que je voulais avoir mon bébé le plus vite possible, donc ils sont vite allés le changer. Moi ils m'ont recousu et ils me l'ont amené tout de suite. En fait je les trouve très à l'écoute. Ouais. En tout cas moi où j'ai accouché, je pense que c'est global. C'est comment il s'appelle? Alors moi j'ai accouché dans 2 hôpitaux différents. Le premier c'était Prime et le deuxième c'était un NMC. Ok. Et voilà, moi j'ai trouvé que c'était top. Et, honnêtement, je pense que toutes mes copines qui ont accouché ici ont eu plutôt des bonnes expériences. T'as même la possibilité, je sais que maintenant ils sont aussi plus ouverts aux naissances un peu plus naturelles, notamment à Al-Zahra, t'as une piscine, des choses comme ça. Donc tu peux faire un birth plan aussi que tu peux donner, qui passe souvent à la trappe, comme moi le premier. Moi je voulais absolument accoucher naturellement, voilà, résultat ça a mal fini. mais disons qu'ils sont à l'écoute, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent pour c'est pas à la chaîne quoi. Et ça je pense que par rapport à certains endroits en France, c'est notamment
sur un podcast que j'écoute beaucoup qui s'appelle Bliss, dont on parlait. J'entends des horror stories où t'es là, non mais sérieusement. Ouais. Les violences gynécologiques et compagnie, c'est quand même dingue. Et ici, ça n'arrivera pas. Il y a un gros respect de la maman. Ah bah ça, vraiment. Et du bébé. Il y a un vrai... Mais même dans la culture, je trouve que quand t'es enceinte ici, tout le monde te laisse passer. Tout le monde... Ouais, mais ici, il y a un amour des enfants et des femmes enceintes. C'est génial. Moi, je suis rentrée à Paris là pendant les vacances de Noël. J'étais choquée qu'on regarde pas ma fille, qu'on me pose pas attention à moi et tout, alors que ici t'es. Ah non, mais c'est fou là. Les gens s'arrêtent. En plus, mon premier est très très blond, vraiment très blond, donc forcément il attire. Mais c'est pas malsain, tu vois. Il le ziote pas. C'est plutôt mignon, quoi. Ah oui, bien sûr. Machallah. C'est gentil. Vraiment, c'est gentil. Les locaux notamment, ils adorent les enfants et je trouve que c'est assez agréable que. Je me vois pas avec ma poussette, avec mes 2 bébés dans le métro à Paris, quoi. Ah oui, non. C'est plus facile ici, honnêtement. Il n'y a pas d'ascenseur, personne ne t'aide dans les escaliers. Je leur dis à mes potes, je sais pas comment vous faites. Ah non, mais moi non plus. Je sais pas. C'est un mystère. C'est fou. Et tes enfants, ils sont heureux ici ? Écoute, oui, moi... Après, ils sont petits, mais on fait beaucoup de trucs dehors, donc... Mon premier, Haussmann, est un poisson ambulant. Il adore tout ce qui est eau, nager et compagnie. Donc dès qu'il peut sauter dans la piscine, en gros, il est ravi. Et oui, ils sont heureux comme deux. Ils n'ont pas connu autre chose. En plus, pour eux, c'est normal. Donc tant que papa et maman en sont là et qu'on fait des trucs cool, ils sont heureux. Ils parlent franglais, j'imagine. Ils parlent français, anglais et arabe. Du coup, on parle les 3 langues à la maison. Ouais, on insiste beaucoup pour que mon mari leur parle en arabe parce que l'anglais, de toute façon, ici, ça vient naturellement, t'as pas besoin de pousser. Et le français, l'arabe et le français, c'est quand même 2 langues qui sont difficiles. Je pense que si tu les apprends pas petits, bon courage. Moi qui apprends l'arabe, c'est quand même pas simple. Donc ouais, on pousse et c'est génial. Ils sont des copains de toutes les nationalités. À la nursery, l'autre jour, il y avait World Day ou un truc comme ça. T'avais tous les drapeaux avec des mix pas possibles, genre South African et Thaï, égyptien, jordanien. Enfin, moi, je trouve ça génial. Je trouve ça super. Je pense que ça leur apprend la tolérance aussi. Et je trouve ça c'est une très bonne chose. Super. On va finir par des petites questions sur Dubaï. Un souvenir marquant à Dubaï? Je te dirais la naissance de mon fils, forcément, dans le positif et dans le négatif. Non, je pense que la première fois que tu arrives, la première fois que je suis venue à Dubaï, c'était en 2007. Bah, tu vois, ce qui est derrière nous, le Bourj était à moitié. J'ai encore des photos où c'est que la moitié construit. C'est quand même une ville qui est un peu dingue. Et que à chaque fois, quand tu lèves les yeux, t'as quand même des gratte-ciel de dingue, t'as des scènes qui sont assez impressionnantes. La skyline notamment, c'est quand même beau. C'est vraiment impressionnant. Et puis à côté de ça, t'as la plage, t'as la nature, t'as le désert. Je pense que c'est un mélange un peu de tout. Ouais. Et justement, tu m'as répondu sur ce que tu aimes à Dubaï, mais est-ce que tu pourrais me dire à quoi ressemblent tes week-ends ? Alors, mon mari a des entreprises dans les bateaux. En fait, il a une entreprise de wakeboard et de wakesurf et de location de yachts. Donc, ça se passe souvent au bord de la mer, on va dire, parce que nous, on fait beaucoup de wakesurf aussi. Ouais. Et puis, on profite du bateau quand il n'est pas occupé, on va dire, quand on peut, qu'on est très plage. On est très piscine, on est très tout ce qui est lié à l'eau, en fait, c'est notre truc. Ouais. On va un peu dans le désert aussi, quand le temps le permet. Et voilà, le week-end, c'est souvent au bord de la mer. On rencontre des copains pour le déjeuner. On profite, on est dehors. Tant qu'on peut, on est dehors. Est-ce que tu dirais qu'il faut parler arabe pour travailler à Dubaï ? Pas du tout, honnêtement. On peut, c'est sympa. Pourquoi pas, si on est beaucoup en contact avec des locaux ou avec des arabophones, parce qu'il y en a beaucoup aussi de plein de différentes nationalités, mais c'est pas du tout essentiel. Dans quel quartier as-tu décidé de t'installer et pourquoi ? Alors, après Downtown DFC et Marina, les hotspots, en fait, on a acheté une maison dans un nouveau compound qui s'appelle Serena et qui est dans le désert, qui est juste derrière Sustainable City, en fait.
Voilà, donc on habite là-bas et c'est la première fois que je vis, c'est compound et c'est sympa pour les enfants parce qu'il y a des playgrounds, parce qu'il y a des piscines, tout ça, donc ça c'est assez cool. Il faut juste conduire. Ouais. Et pourquoi vous avez décidé de vous éloigner un petit peu du centre, on va dire, enfin de Downton, Marina? En fait, c'est une question d'opportunité. On a regardé un peu à droite à gauche, c'était ce qui était disponible à ce moment-là, parce que tous les nouveaux développements se font là-bas et qu'en fait, c'est à 20 minutes de tout. Donc, tu es à la fois à 20 minutes de Downton, à 20 minutes de la Marina. Donc, c'est dans le désert, mais c'est assez pratique, en fait. Ouais. Donc c'était un bon deal, quoi. Ouais, un bon deal. Tu recommandes d'acheter ou pas à Dubaï? Alors, c'est pas simple d'acheter à Dubaï. Je sais pas, ils changent les lois tout le temps, mais je sais que c'est pas simple. Il y a des zones où on peut pas acheter parce que c'est vraiment que pour les locaux. Je pense que voilà, les loyers sont quand même très chers. Oui. Quand mon mari, ça fait 20 ans qu'il est là, donc c'est un peu ridicule de payer des loyers pendant 20 ans à un moment. Je pense que quand on reste longtemps, nous, on est installés ici, il y a peu de chances qu'on bouge, ou en tout cas qu'on rentre en France, quelque chose comme ça. Donc ça fait sens en fait pour nous de s'installer. Après, je sais qu'il y a 30 000 questions sur les groupes, genre acheter pour faire un investissement. Honnêtement, j'en sais rien, c'est pas ma spécialité, tu vois. Je sais qu'il y a plein de gens qui s'intéressent à ça, mais je pense qu'acheter pour vivre, ça peut être intéressant, ouais. Puis c'est bien d'être chez soi. Ah oui. Tu vois, j'ai défoncé le carrelage, j'ai mis du parquet, ça c'est cool. En fait, c'est sympa. Bah ouais, c'est clair. Ça fait au bout de tant d'années. Voilà, c'est ça. Tu te sens plus chez toi. Ouais, c'est ça. Et vous, tu disais, vous souhaitez rester à Dubaï encore quelques années, quoi. Vous ne voyez pas partir ailleurs? Bah, quelques années, voire plus, quoi. Vraiment. Votre vie, quoi. Ouais, après, on sait pas. Je pense que cette année, avec le Covid, on a vraiment appris qu'on ne sait pas de quoi la vie est faite. Mais on est une famille biculturelle. Mon mari étant égyptien, nos enfants sont franco-égyptiens. C'est un bon deal, en fait. C'est un bon entre-deux ici. C'est très ouvert. Ça permet aux enfants de pouvoir se construire dans leurs deux identités, en fait. Si on était en Égypte, il serait peut-être trop égyptien pour moi. Et puis, si on était en France, il serait trop français pour mon mari. Donc, c'est un bon compromis, en fait, pour nos deux cultures. Et ta famille et tes amis en France De toute façon, tout le monde est à droite, à gauche. Mes deux frères sont à l'autre bout du monde, mon père aussi. Donc, on est... D'accord. On est enfants d'expat, donc on est... vive Skype, vive Zoom, et on est habitués, en fait. Ouais. Quelles sont tes adresses favorites à Dubaï ? Mes adresses favorites. Alors, c'est pas une adresse, mais c'est un endroit que j'adore. C'est justement à Sustainable City. Il y a tout un petit parc, en fait, dans le compound, qui est pas vraiment un parc, c'est complètement ouvert, où il n'y a pas de voiture, en fait. Et il y a une réserve une protection d'animaux. En fait, il y a des canards, des chèvres, des ânes, et les enfants peuvent courir et donner à manger aux animaux. Et je trouve que c'est génial pour ici de pouvoir montrer aux enfants la nature, en gros, et les vrais animaux. J'adore y aller, puis c'est très calme, on entend les oiseaux, j'adore. Donc ça, c'est une adresse que j'aime bien. Après, j'aime bien toute la petite scène de petite eatery, tu sais, comme ils disent, tous les petits restos qui s'ouvrent à GLT. Il y a pas mal de trucs, de petites adresses, de petites pépites où on mange très très bien pour pas très cher. Vietnamese foodie, Maze Tacos, toutes ces choses-là. Donc j'aime bien aller explorer là-bas. Et après, shopping, bon, j'avoue, je shoppe pas mal, je suis encore très franco-française là-dessus. Vive Shop and Ship. Et je shoppe pas mal en France encore. Sur des enseignes type... toutes les petites marques qu'on aime bien. J'aime bien tous ces trucs-là. Et puis, en plus, j'aime bien les petites marques, j'aime bien quand il y a une histoire, donc c'est vrai que je cherche. Il y a de plus en plus de trucs aussi ici. Un petit pour les mamans, par exemple, tu vois, j'adore. Il y a une boutique qui s'appelle Eggs and Soldier, qui est plutôt orientée maman bio, maman organique, en gros, le cliché, mais qui fait pas mal de trucs sustainable, les couches lavables. Cool, c'est moi à savoir. Ouais, les bébés ont été en couche lavable pendant 2 ans. Ouais. Et elle a vraiment une offre assez sympa. Et puis après, il y a Caramel & Son, évidemment, pour les petits cadeaux. Il y a une autre enseigne qui s'appelle Marmarland aussi, que j'aime bien. C'est des projets locaux, mais qui font plein de petites marques.
voilà, moi, je suis un peu cliché, jouer en bois. Ouais, moi je suis Des pareil. petites Hein. compotes bio, hein, donc voilà. Donc je trouve satisfaction dans ces trucs-là pour les enfants, on va dire. Et qu'est-ce que tu reproches à Dubaï? Faut bien leur reprocher des choses, peut-être. L'été, juillet, août, septembre, si on pouvait juste zapper cette période-là. Non, l'été, je trouve que c'est dur, honnêtement, et tu vois, même au bout de 6 ans, je m'y fais toujours pas. Moi, j'aime bien être dehors, j'aime pas la clim. Donc, je trouve que quand j'arrive au mois de septembre, je commence vraiment à être de mauvaise humeur et en avoir ras-le-bol. Et qu'est-ce que tu penses de tous les clichés qui sont véhiculés sur Dubaï, surtout en France? Voilà, c'est anti-écolo, c'est pas écolo du tout. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Bah, après, je pense que c'est à toi de décider, quoi. En Dubaï anti-écolo, ok, mais toi, qu'est-ce que tu fais à titre personnel, en fait, tu vois? Alors, en France, est-ce qu'on est écolo? Ben, je suis pas sûre. Je suis pas sûre que tout le monde trie ses emballages ou fasse attention à ce qu'il achète en plastique. Chaque personne est responsable de faire ce qu'elle doit faire pour la planète, en gros. Après, clairement, on vit dans une grande ville, on vit dans la clim parce qu'il y en a besoin, on conduit beaucoup. Donc oui, on n'est pas à Amsterdam, on n'est pas au fin fond du Canada où c'est clair qu'il y a forcément un impact. Et puis on voyage, on prend l'avion pour rentrer à la maison. Il y a forcément un impact écologique, mais je pense que Dubaï a fait vraiment des gros efforts aussi pour limiter. Ils sont de plus en plus à développer les panneaux solaires. Ils essaient de lancer des énergies green. Le tri, le recyclage a fait vraiment d'énormes progrès. Là, il y a tout un nouveau plan que Sheikh Mo a lancé qui s'appelle Dubaï 2040, avec vraiment pour objectif de faire de Dubaï une super ville et avec un vrai axe sur la sustainability. Donc, il y a une prise de conscience. Après, clairement, je pense qu'il y a une énorme éducation à faire. Mais il y a beaucoup de clichés, encore une fois. Voilà, tout le monde pense, si tu demandes à un Français, tout le monde pense qu'on roule tous en Ferrari et qu'on vit dans des appartements gigantesques avec des toilettes en or. Non, c'est pas ça, Dubaï. En tout cas, c'est plus ça. Ça l'a peut-être été un peu plus bling à un moment, mais c'est plus ça. C'est beaucoup plus terre à terre. Et je pense que, des filles comme toi, comme moi, et on a des vies relativement normales. Alors certes, avec un peu plus de soleil qu'à Paris. Mais on roule pas en Ferrari, quoi. Non. Et puis on galère aussi. Ouais. Et voilà, tout n'est pas rose, mais c'est vrai que c'est sous le soleil. Oui, c'est clair. Et dernière question. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui nous écoutent et qui tournent en rond dans leur expat? Bah, sortez de chez vous. Il y a plein de trucs à faire. Soyez curieux. Même sortez pas de chez vous. Écoutez des podcasts. Tournez en rond dans son expatriation. Moi, je trouve que c'est curieux, en fait, parce que l'expatriation, c'est une chance. C'est l'opportunité de s'ouvrir à des choses complètement différentes, à une culture complètement différente. Et en fait, il faut... Alors, je comprends l'inconfort, la timidité, mais en fait, il faut sortir de sa comfort zone et se lancer et aller se balader et discuter avec des gens et faire... et voilà, tu décides, en fait, Tu décides de comment tu le vis, en fait. Si c'est une punition, si tu décides que c'est une punition, ça va être une punition. Hein. Voilà, pour toutes les femmes qui suivent leur mari et qui n'ont pas forcément le choix. Alors, clairement, être une femme ici et suivre son mari, c'est pas forcément simple. Parce que, si tu me demandes un autre truc que je reproche à Dubaï, c'est que je trouve qu'être mère de famille, notamment de petits-enfants, et avoir une carrière, c'est pas forcément facile. Parce que les entreprises, en fait, demandent beaucoup. Les contrats sont tu travailles à peu près 45 heures en moyenne. Tu travailles beaucoup. Tu travailles même quand tu rentres le soir. Donc voilà, il n'y a pas forcément... Les écoles finissent à 1h30. Si tu rentres à 20h le soir, je ne sais pas ce que tu fais. T'es un peu obligé de faire le choix, en fait. Et je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup de femmes se lancent dans l'entrepreneuriat. Tu n'as pas forcément de part-time. Tu n'as pas forcément ces histoires de 4/5e que tu peux trouver en France. Tu as un congé mat, quand même? Ouais, alors 45 jours. Ouais. Ils l'ont passé à 50, pardon. 50 jours, c'est-à-dire 1 mois et demi. Donc c'est hyper hardcore. Et c'est surtout que si tu le prends avant, il n'y a pas de congé pato. Oh là là là. Donc si tu commences avant, c'est pour ta pomme. Donc moi, j'avais de la chance. À l'époque, je bossais, mais j'avais fait un deal avec ma boss. T'as certaines grandes entreprises qui donnent 3 mois. Et
mais bon, pas toutes. Mais ton médecin peut t'arrêter comme en France ou ça se fait Ouais, pas mais il y a ici? des limites quand même. Ouais, il y a des il faut vraiment que ce soit un vrai truc. Ouais. La plupart des nanas vont jusqu'au bout. Ouais. Et puis après, voilà, tu réenchaînes. Après, bon, c'est suite à une histoire de classe d'une certaine façon. Si tu bosses dans une grande entreprise qui va être un petit peu plus formée et un peu plus OP sur voilà, le respect de la maman et du bébé. Mais toutes les Asiatiques ou les, tu vois, qui travaillent, je sais pas moi, dans d'autres, dans les chaînes, dans les trucs, dans les restaurants, etc., c'est 45 jours et c'est hardcore, honnêtement. Ouais, alors après, pendant 18 mois, tu bénéficies de cette espèce de congé allaitement où en gros tu as 2 breaks de 45 minutes, donc tu bosses, tu peux les grouper à la fin de la journée ou au début de la journée et tu finis un peu plus tôt, mais encore une fois entre ce qui est appliqué, ce qui est pas applicable, enfin si t'es cadre ici tu comptes pas tes heures de toute façon. Donc ça, ouais, je trouve que c'est un peu hard pour les nanas qui viennent ici et qui veulent faire une carrière. Et les conjoints sont souvent... Alors, bon, en ce moment, ils ne voyagent pas, mais il y en a beaucoup qui voyagent beaucoup. Et puis là, ça va reprendre les voyages. Là. Ça va reprendre. Mon mari qui voyage beaucoup, là, il a un voyage planifié. Ouais, ils vont reprendre. Et du coup, c'est vrai que ça peut être dur pour ça. Donc tournez pas en rond. Ça, voilà, venez nous voir. Il y a plein de choses à faire. Il faut juste se sortir, en fait. Bon, super, Magda. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, c'était très cool. À bientôt. Merci.